Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. Oui, je voudrais vous remercier d'abord pour l'invitation et saluer les internautes de Dakar.com et me réjouir de cet entretien qui, je l'espère, sera utile à vos internautes. Les crimes crapuleux sont de plus en plus nombreux et on n'est pas édifié sur le sort qui est réservé aux coupables. Parce que les dossiers, une fois que ça rentre au tribunal, bon, on a l'impression que ça n'intéresse plus grand monde. En tout cas, ceux qui sont victimes et leurs héritiers sont dans la souffrance, sont souvent dans la détresse et on ne s'occupe plus tellement d'eux. Et je pense qu'il est temps qu'on examine, qu'on fasse beaucoup attention à la criminalité au Sénégal. Elle est souvent étrangère, plus qu'on ne le croit, en tout cas les crimes. Elle est parfois passionnelle, elle est parfois due à la drogue. Je pense que le Sénégal gagnerait à beaucoup examiner sa criminalité, les différents types de criminels qu'il y a au Sénégal, et d'asseoir une vraie politique de répression de cette criminalité. Oui, l'État a une responsabilité, c'est certain, parce que c'est l'État qui a en charge la sécurité des biens et des personnes, mais il faut incriminer aussi la société. Il faut incriminer la société, le mode de vie de la société, et l'État doit aussi veiller à ce que ne se développent pas des réflexes de criminalité à travers une certaine presse, à travers certaines émissions à la télévision et même via Internet. Il faut que l'État surveille ce que ces médias programment et diffusent, parce que ça peut développer des réflexes de criminalité, des instincts de criminalité, et surtout combattre aussi beaucoup les causes de cette criminalité, notamment souvent c'est la drogue qui fait agir beaucoup de gens, beaucoup de criminels. Donc l'État doit, comme je dis, élaborer avec tous les acteurs une bonne politique de lutte contre la criminalité. Pas du tout. De toute façon, le recrutement de policiers et de gendarmes pour augmenter la force de sécurité, c'est une bonne chose. Mais il ne s'agit pas simplement de recruter, il faut équiper. Nous savons que les forces de police et de sécurité ont un gros problème d'équipement. D'équipement, aussi bien d'équipement de stratégie que de moyens de lutte, etc. Donc il faut beaucoup investir pour la sécurité. Parce que les criminels, eux, ils s'organisent, ils s'équipent, ils ont des moyens financiers importants et ils se donnent des moyens pour mieux développer, affiner leur criminalité. Donc il faut que l'État se dote de moyens conséquents et équipe les forces de police. Et les motive aussi, parce qu'il y a un problème aussi de motivation, il faut motiver ces forces. Et ça fait partie de la politique dont j'ai parlé, la politique qu'il faut définir pour lutter contre la criminalité, il faut évidemment ça. Mais vous avez raison de poser la question, est-ce que les Sénégalais se suffisent à ces mesures et à renforcer les peines? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est des déclarations qu'on peut mettre sur le coup de l'émotion, hein, certaines déclarations, mais nous savons parfaitement que les sanctions telles que c'est appliqué actuellement ne sont pas suffisamment dissuasives
pour réduire les instincts criminels. Moi, je suis pour la peine de mort, hein, pour beaucoup de raisons. Il y a fondamentalement la raison religieuse, parce que je suis musulman et Dieu a posé la loi de Talion en disant que c'est ce talion qui vous permet de préserver la vie, en s'adressant aux gens doués d'intelligence. C'est ce que Dieu a dit. Donc je suis musulman et cette règle divine de celui qui est le plus miséricordieux, puisque c'est lui qui nous a créés, et qui est miséricordieux, a posé. Donc je ne le discute pas en tant que musulman, je suis pour la peine de mort. Et deuxièmement, je le suis parce que je suis persuadé que contrairement au discours de certains droits de l'hommiste, de certains acteurs, je ne pense pas que des imams osent remettre en cause la peine de mort. Je ne l'ai pas encore entendu. J'ai entendu l'Église, la position de l'Église, qui est contre la peine de mort. J'aimerais bien entendre la position des religieux musulmans. J'aimerais bien l'entendre, parce que quand même on est une majorité. Donc j'aimerais bien entendre cette position, je ne l'ai pas encore entendue, officiellement. Il est temps que les responsables religieux se prononcent officiellement sur ce débat. Je disais que, contrairement à ce que déclarent les droits de l'homiste, on ne peut pas dire que, oui, on applique la peine de mort dans certains pays et ça n'a pas diminué la criminalité. C'est faux. C'est une affirmation gratuite. La peine de mort, quand c'est appliqué, normalement, elle est dissuasive. Elle est dissuasive. Ne serait-ce que pour cette fonction, on doit restaurer la peine de mort. Ça, je le dis parce que, et je défie quiconque en débat contradictoire. Les droits de l'hommiste, tout le monde, organisez un plateau contradictoire, vous verrez que leurs arguments ne tiennent pas. Hein? Et c'est parce qu'ils ne se mettent pas à la place des victimes aussi. Parce que quand on est victime, on ne se pose pas de questions de pour ou contre la peine de mort. Quand une personne voit sa fille de 13 ans violée et tuée, il ne se pose pas la question, s'il tombe sur le criminel, c'est lui-même qui va se faire justice avant de parler de peine de mort. Donc ceux qui disent cela ne sont pas victimes de crimes odieux, de crimes crapuleux, où il y a des criminels qui sont identifiés de façon certaine. Qu'on ne nous dise pas aussi que oui, on ne veut pas courir le risque de tuer des innocents, non. Quand il y a des enquêtes, qui sont judicieuses, il est fort possible que ce soit les criminels. Surtout quand c'est des dossiers qui sont très clairs, où le criminel est pris sur le fait, où le criminel avoue son crime en donnant tous les détails, où il y a incontestablement identification du criminel qui a fait un crime crapuleux, gratuit. Il faut penser aux victimes, il faut penser aux droits des victimes, il faut penser aux droits de leur famille et appliquer cette sanction qui, j'en suis persuadé, est dissuasive, serait très dissuasive au Sénégal si c'était appliqué une ou deux fois. Vous n'êtes pas d'accord avec la proposition du président? Non, je ne suis pas d'accord du tout, je ne partage pas cela. Et d'ailleurs, comme je dis, c'est une déclaration sous le coup de l'émotion. Mais je pense qu'on gagnerait à organiser un débat public pour voir que la grande majorité des Sénégalais est pour la restauration de la peine de mort. Or, le président est élu au suffrage universel. Je ne parle même pas de référendum. Si on faisait un référendum au Sénégal, c'est la peine de mort qui serait demandée. Ça, c'est évident. Mais je ne parle même pas de ça, mais qu'il consulte, qu'il y ait des débats publics, et on verra tout de suite que c'est une nécessité de la société, c'est une demande sociale de restaurer la peine de mort. Pour décourager la criminalité, pour la réduire, pas pour l'éradiquer. On ne peut pas éradiquer. Dans toutes les sociétés du monde, Dieu a fait qu'il y a des gens bien et des gens qui ne sont pas bien. Dieu a fait qu'il y a des criminels, mais les criminels, il faut les sanctionner. Évidemment, ce n'est pas normal. Quand on décide de renouveler le fichier de l'identité judiciaire, de renouveler les cartes d'identité, il faut se doter des moyens.
On ne peut pas payer seulement le fournisseur et ne pas mettre en place les instruments qui permettent normalement aux Sénégalais, sans avoir besoin de faire la queue pendant des jours, il y a eu un mort ces jours-ci, d'avoir leur carte d'identité. Donc ça, c'est vraiment, je déplore le fait qu'on n'ait pas mis suffisamment d'équipes pour soulager les Sénégalais, pour ne pas augmenter à leurs problèmes et à leurs difficultés. Dénonçons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer comme tous les autres. Parce que malheureusement, on ne peut que dénoncer. Hein? Et on espère que les pouvoirs publics vont se reprendre et vont mettre les équipes. Tous les jours, on entend des récriminations, on entend des gens qui se plaignent. Voilà, les gens qui se plaignent de faire la queue pendant des jours et de ne pas avoir leur pièce d'identité. Ça, c'est pas bien du tout. Et nous demandons vraiment aux autorités de mettre les moyens qu'il faut pour que les Sénégalais puissent avoir leur carte d'identité raisonnablement. Vous savez, ça aurait pu être normal si c'était seulement la pièce d'identité. Parce qu'on sait que ça soit pour la pièce d'identité ou la carte ou le permis de conduire, etc., ou le passeport, il faut payer un timbre de quittance qui est une forme de taxe. Donc, ça aurait été valable aussi pour la pièce d'identité. Mais dès l'instant où on coupe la pièce d'identité à la carte d'électeur, c'est un droit pour le citoyen. C'est une obligation pour l'État de donner la carte d'identité, de donner la carte d'électeur aux citoyens. Alors, quid du citoyen qui ne peut pas payer 10 000 francs? Il n'aura pas sa carte d'électeur parce qu'il n'aura pas sa carte d'identité. Vous prenez un mendiant ou un charretier ou un cultivateur, 10 000 francs, c'est une fortune pour lui. Est-ce que parce qu'il ne peut pas donner 10 000 francs, il doit être privé de carte d'électeur? Non, on n'a pas le droit de les priver. Et je pense que d'éminents juristes se sont prononcés, comme Maître Doudou Ndoye, sur la question, et c'est incontestable qu'il a raison qu'on ne peut pas faire payer aux Sénégalais pour avoir leur carte d'électeur. Bon, au rythme où ça va, je ne pense pas. Et ce serait vraiment une faute grave parce que les conséquences que ça peut entraîner peuvent être énormes. Notamment sur le droit de vote et sur le vote effectif et sur le respect des délais qui sont prévus pour les élections. Bon, que l'opposition soupçonne l'État, c'est dans son rôle. Maintenant, on peut dire qu'on peut avoir une suspicion légitime. On peut avoir une suspicion légitime en disant que, bon, il est possible que l'État fasse ça parce qu'on veut repousser des élections. Mais repousser des élections, ce serait extrêmement grave, ce serait une faute, une atteinte très grave à la démocratie. On ne peut pas élire quelqu'un pour 5 ans, que le peuple élise quelqu'un pour 5 ans, et qu'on se permette de proroger le mandat de ses députés ou du président de la République, comme ce fut le cas sous l'Ancien Régime. On a eu à augmenter la volonté populaire qui avait élu des députés pour 5 ans, et on a augmenté cela, on a prorogé. On n'a pas le droit de proroger par une décision de l'exécutif, de l'État. On n'a pas le droit de proroger le suffrage universel, le suffrage des Sénégalais. C'est antidémocratique. Bon, j'ai été commis par la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal, dont fait partie l'imam Aliou Ndao, qui m'a commis, et ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est en prison. Nous avons suivi l'instruction qui normalement est finie.
l'instruction normalement est finie. On a entendu tout le monde. On a entendu tout le monde. Normalement, l'instruction est finie. Et nous demandons, à défaut de le mettre en liberté, maintenant, de renvoyer le dossier devant une juridiction de jugement pour que les Sénégalais sachent enfin qui est terroriste et qui ne l'est pas, parce que les Sénégalais ont le droit de savoir. L'imam Alioune Ndao est innocent, est totalement innocent. Et je le dis en connaissance de cause. Il est temps qu'il soit jugé avec les autres, qu'il soit jugé, et que les Sénégalais sachent enfin qu'il n'a absolument rien fait, il est seulement victime de ses prêches, et c'est tout, donc, et qu'on le remette en liberté. Bon, le juge, le doyen des juges a entendu tout le monde, comme je l'ai dit. Il a instruit dans tous les sens. Après que les gendarmes et les policiers aient enquêté dans tous les sens, lui aussi, il a instruit dans tous les sens. Il ne faut pas que le dossier reste ouvert et que chaque fois qu'on va attraper un soi-disant terroriste, qu'on le mette dans le dossier, alors qu'il n'y a aucun lien, il n'y a absolument aucun lien avec toutes les personnes qu'on essaie de faire dire que Imam Ndao est coupable. Alors que toutes ces personnes disent « nous ne connaissons pas Imam Ndao » ou bien « nous l'avons connu à travers ses prêches ». D'ailleurs, les avocats, notre coordonnateur a décidé de convoquer une réunion des avocats après le Gamou pour que, enfin, les avocats parlent de cette affaire. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas voulu parler, en avocat, on n'a pas voulu parler de cette affaire dans la presse, mais depuis plus d'1 an qu'il est en détention, il est temps que ces avocats se prononcent. Alors, nous avons non seulement dénoncé, mais SOS Consommateurs a initié des actions judiciaires contre l'État du Sénégal pour avoir donné, à travers un protocole d'accord, dans lequel l'État a pris des engagements irrévocables, dans un protocole d'accord, de s'accorder avec la Sonatel pour non seulement renouveler sa licence globale pour 17 ans, mais également de lui octroyer les licences 4G pour 17 ans. Ce que l'État n'a pas le droit de faire d'accord parti en négociant avec la Sonatel, c'est extrêmement grave et ça viole tous les textes, aussi bien les textes nationaux que les textes internationaux, notamment les traités. Il est dit que pour le renouvellement de cette licence globale, qui a été donnée à la Sonatel dans un premier temps pour 20 ans, pour lui permettre d'amortir ses investissements, que ça ne pouvait être renouvelé que pour 5 ans renouvelables. 5 ans et 17 ans, il y a un gros fossé. Parce que tous les 5 ans remettre en cause l'attribution de cette licence permet à la Sonatel de mieux se comporter et d'assurer un bon service. Mais si on laissait passer ce renouvellement de 17 ans, pendant 17 ans, la Sonatel ne fera que ce qu'elle voudra parce qu'on ne peut pas remettre en cause cette licence. Et ensuite, on lui a donné ça pour une modique somme de 68 milliards. Alors que si on regarde les vrais chiffres de la Sonatel, les propres chiffres de la Sonatel, en 17 ans, la Sonatel ferait un bénéfice net d'impôt de 2835 milliards. La Sonatel, l'État lui permet en 17 ans de faire un bénéfice net de peut-être même plus de 2835 milliards en se basant sur les chiffres de la Sonatel, alors qu'elle n'aura payé à l'État que 68 millions. Et cet argent, ce sont nous les consommateurs qui le donnons à la Sonatel parce qu'on lui donne 800 milliards chaque année à travers nos petits crédits, 500 francs, 200 francs, 1000 francs, 5000 francs. Quand vous additionnez ça en un an, c'est 800 milliards de chiffre d'affaires que fait la Sonatel avec un bénéfice net d'impôt de 168 milliards. Donc l'État lui permet de faire ça en 17 ans en violant tous les textes. Et en ne traitant pas les opérateurs sur le même pied d'égalité. Parce que normalement, pour renouveler cette licence pour 5 ans, il fallait que la Sonatel fasse une demande, que l'État publie la demande, que vous et moi, si nous avons des objections à faire ou d'autres opérateurs, qu'on puisse le faire, et que
l'État finisse éventuellement par renouveler pour 5 ans. Et après avoir évalué la période passée pour voir si la Sonatel a respecté ses engagements. On ne le fait pas, on s'enferme dans un bureau et on décide d'accord parti de renouveler pour 17 ans en violation de la loi. Nous refusons cela et nous avons attaqué le décret présidentiel qui a approuvé ce contrat et cette convention devant la Cour suprême. Nous avons également initié un recours gracieux, un recours préalable à un plein contentieux pour attaquer et la convention et le protocole qui a été signé entre l'État et la Sonatel. Et les procédures sont en cours parce qu'on a couplé le renouvellement de cette convention à l'octroi de la licence 4G pour 17 ans encore. Et en violant les règles de procédure qui voulaient qu'il y ait un appel public, un appel d'offres public. On avait commencé l'appel d'offres, mais à un moment, comme il y avait une entente entre la Sonatel et les autres opérateurs pour ne pas faire de propositions, l'État a finalement signé un accord malgré l'interdiction de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés, qui a interdit qu'il y ait un accord de discussion bipartite, qui a dit qu'il faut respecter la procédure d'appel d'offres. L'État est passé outre et lui a octroyé les licences, parce que c'est plusieurs licences 4G, à 32 milliards pour 17 ans. Là aussi, c'est une violation. Tout à fait, incontestablement par rapport aux autres opérateurs. Et en tout cas, en prenant dans la poche des consommateurs. Et ça, nous ne l'acceptons pas. D'accord, votre dernier mot? Ouais. Mon dernier mot, c'est de dire qu'il faut que l'État fasse très attention dans ces conventions, parce que c'est décrié dans tous les secteurs. Et on a l'impression qu'on fait souvent des faveurs qui sont injustifiées, en tout cas inexplicables, et contre même le bon sens, hein, toujours au détriment du Sénégal et des Sénégalais, notamment des consommateurs. Ça, nous ne l'acceptons pas. Tant qu'on viole les droits des consommateurs, on nous verra toujours là debout, pas en faisant de la politique ou en insultant, mais en faisant ce qu'il faut, notamment s'il y a des recours judiciaires à faire, nous les ferons jusqu'au bout. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.